Notre deuxième forum sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali. Alors, l'INAGRIM, Initiative agricole pour le Mali en France, dont je suis le président, est une association agricole créée par la diaspora malienne pour promouvoir et valoriser les activités agricoles au Mali. L'INAGRIM exerce toutes ses activités sur toute l'étendue du territoire malien, n'est pas régional, donc ça concerne tout le Mali. L'objectif principal de l'association est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et la famine par le développement du secteur agricole au Mali. Nous existons depuis le 1er octobre 2011. Bonjour, François. Je suis la secrétaire chargée de la promotion féminine de l'INAGRIM. Donc, je vis ici qu'en France, beaucoup de femmes sont agriculteurs, éleveurs. Par contre, au Mali, il n'y a pas cette manière pour les femmes. Donc, je suis dans l'association pour inciter les femmes à s'impliquer dans l'agriculture. C'est un secteur vraiment porteur au Mali aujourd'hui. Et pourtant, quand on va au Mali, on voit les dames dans les champs. Elles travaillent beaucoup. Oui, ça c'est des dames qui accompagnent leurs maris. C'est vrai. Mais ils n'ont pas leur parcelle à eux-mêmes. Même le maraîchage le long du fleuve. Les maraîchages, il y en a aussi, mais ce n'est pas très développé. Et ce que nous voulons, c'est de développer tout cela. L'initiative qu'on a prise ici en France pour encourager la diaspora à s'investir dans l'agriculture. Et nous, notre idée, c'est d'essayer vraiment de susciter de véritables vocations de jeunes entrepreneurs agricoles. La diaspora malienne, elle est majoritairement, pour ne pas dire à 95%, des paysans ou des fils de paysans qui sont immigrés donc, et créer une structure qui va dans ce sens-là. Donc je pense qu'au niveau de la diaspora malienne, c'est quand même quelque chose qui donne, qui a un certain poids et un certain message à passer. C'est vrai que nous, on est ici au niveau de la France, mais on a également une cellule INAGRIM au Mali, donc, qui permet quand même de coordonner nos activités ici et là-bas. Donc à chaque fois qu'on fait une demande ou qu'on veut mener des projets sur place, donc on a une cellule là-bas donc, qui permet quand même de mieux relayer l'information et puis de rester en coordination avec la cellule. Il y a beaucoup d'associations, elles ont beaucoup réalisé. Pratiquement, toutes les réalisations qui ont été faites, c'est dans des secteurs sociaux. La construction d'écoles, des centres de santé, de forages, qui sont vraiment utiles localement. Mais maintenant, il faut chercher des moyens pour réorienter cette manne financière, la colossale qui est issue de la diaspora, vers des actions plus productives. Et nous, on pense que le Mali étant un pays agricole par excellence, parce que 70% de la population est rurale. Donc, et la majorité des migrants qui sont là sont issus des milieux ruraux. On pense que la manne financière qui est issue de cette diaspora pourrait être réorientée et canalisée vers l'agriculture. Et ça va apporter non seulement au niveau des localités d'où sont originaires les migrants, mais aussi au développement du pays. Parce qu'au lieu de continuer à envoyer de l'argent pour acheter la nourriture, si les migrants donnaient des moyens aux familles pour produire, ils vont non seulement nourrir la famille, mais aussi avoir des revenus. Voilà notre approche. Il faut savoir qu'il y a effectivement des ressortissants du Nord qui sont membres de l'association. Mais par rapport à des investissements précis dans le nord du Mali, tout le monde est dubitatif. On attend que la sécurité revienne. On ne peut pas imaginer s'investir dans un projet dans le nord du Mali dans les conditions actuelles. L'association est vraiment nationale, au niveau national. Donc, on est ouvert. Donc, on attend des adhésions. On fait appel à tous les Maliens. Tant qu'on ne fait pas appel à nous, on ne peut rien faire. Donc, on fait appel à Maliens d'adhérer à cette association qui est vraiment nationale pour qu'on puisse arriver à atteindre nos objectifs qui sont la lutte contre la famine et la pauvreté. Je suis chargé d'introduire cette journée autour de la question à quelles conditions l'agriculture familiale peut-elle assurer la sécurité alimentaire et un développement rural satisfaisant au Mali, je rajoute inclusif, j'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par là. Donc il va intervenir sur le thème de l'agriculture et le développement rural. Quel rôle pour la diaspora malienne? J'ai été sollicité par le représentant du l'INAGRIM pour vous parler de l'agroécologie comme pratique d'avenir. Quelques mots d'introduction autour de la question de l'année internationale de l'agriculture familiale décrétée donc par l'Organisation nationale des Nations Unies.
l'agriculture familiale, particulièrement au Mali, la condition indispensable d'assurer la lutte contre la pauvreté de tous et d'assurer un développement harmonieux du Mali. C'est une bonne idée, notamment en prenant en compte, en faisant l'effort de définir ce qu'est l'agriculture familiale et avant cela, ce qu'est l'exploitation familiale, base de l'agriculture familiale. C'est une forme sociale de production et de consommation, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne dans la société en tant que forme sociale, avec un lien organique avec la famille qui supporte cette exploitation familiale. Lien organique, ça veut dire que c'est la famille qui apporte l'essentiel du travail, dans la majorité des cas la totalité, également des autres moyens de production, souvent une grande partie de la terre, et souvent le capital d'exploitation, que ce soit le cheptel, les bâtiments, etc. Y compris dans les familles paysannes très pauvres, ce qu'apporte la famille constitue effectivement la base du fonctionnement économique, productif de cette unité de production qu'est l'exploitation familiale. Ce qui veut dire que la famille poursuit avec cette exploitation la satisfaction de ses objectifs propres, qui sont très souvent en premier sa nourriture, l'emploi de ses enfants si possible, les revenus, et la pérennisation si possible en l'améliorant de son patrimoine. Donc c'est bien les objectifs de la famille qui sont déterminants dans ce fonctionnement technique et économique de l'exploitation agricole. Ce qui est important avec ça, c'est que les membres de la famille ont une certaine marge de manœuvre dans les choix d'orientation de leur production et de la façon de produire. Ce qui veut dire que derrière, quand on veut développer ce type d'agriculture, c'est bien effectivement à ces exploitants, à ces familles, qu'il faut s'adresser en essayant de les aider à développer la satisfaction de leurs objectifs de la famille, ce qui est souvent la meilleure façon de développer l'agriculture familiale. Il peut y avoir effectivement des conséquences négatives à ce statut. Par exemple, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de droit du travail dans l'exploitation familiale, d'où l'importance du travail des enfants, par exemple, d'où plein de problèmes qui peuvent se poser. Mais l'exploitation agricole a quand même de grandes capacités. Cette agriculture familiale, qui repose sur l'exploitation familiale, est complètement opposée à des formes qui se développent dans l'agriculture, y compris en Afrique, qu'on peut qualifier d'exploitation agricole capitaliste, où là, le travail est y compris de s'en aller si les conditions de cette rentabilité ne sont pas satisfaites. Il faut prendre en compte une part importante d'exploitations qui relèvent de l'agriculture de subsistance, donc des exploitations qui ont du mal à assurer leurs biens, à satisfaire aux objectifs fondamentaux d'alimentation, de revenus minimums, etc., qui sont également effectivement très importantes en pourcentage et en nombre d'habitants dans la plupart des pays africains. Il y a encore des exploitations que l'on peut qualifier de paysannes, c'est-à-dire qui cherchent à maintenir leur autonomie par rapport au marché, même si elles se modernisent. Au sein d'exploitations familiales, donc plus modernisées, je propose deux groupes. Un groupe d'exploitation familiale durable, c'est-à-dire qui cherche à satisfaire aux objectifs en matière sociaux et d'emploi, tout en respectant les ressources naturelles, et d'autres exploitations familiales que l'on peut qualifier de productivistes, c'est-à-dire qui cherchent à développer au maximum leur production pour le marché en achetant au maximum de produits d'origine industrielle, intrants et moyens de production, et qui vont, elles, contribuer à des modes de développement qui ne sont pas très satisfaisants. Alors maintenant, quelles sont effectivement les raisons particulières de défendre et de promouvoir les agricultures familiales? L'agriculture familiale est malgré tout la condition de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. C'est le lieu de la préservation du maximum d'emplois dans l'agriculture. L'agriculture familiale représente aussi un enjeu extrêmement important comme étant la seule perspective, le seul moyen d'assurer une bonne valorisation, une bonne protection des ressources naturelles dans toute la diversité des conditions de l'État malien. Pour cela, effectivement, il faut que l'agriculture malienne soit confortée, aidée par les pouvoirs publics. C'est une des façons de garantir effectivement la sécurité alimentaire et la préservation des ressources écologiques dans les meilleures conditions. L'économie malienne est en faible capacité de développer des emplois dans d'autres activités que l'agriculture
et en liaison directe avec cette agriculture. Donc l'enjeu principal est effectivement d'arriver, on le verra tout à l'heure, je pense avec l'agroécologie, de permettre aux exploitations, quelle que soit leur taille, d'accroître leur production par hectare, même si toutes n'ont pas accès à 1 hectare, par unité de surface, par unité de travail. Augmenter la valeur ajoutée, ça veut dire augmenter la production sans accroître sensiblement les coûts de production en intrants, en matériel, etc. C'est là où les propositions de type agroécologique sont intéressantes pour effectivement favoriser ce développement en valorisant au mieux les ressources naturelles et en minimisant les achats pour que les produits vendus dégagent effectivement le maximum de valeur ajoutée, donc une capacité d'alimenter les gens. C'est effectivement d'organiser les producteurs, d'organiser les circuits de vente et de transformation des produits, y compris à l'échelle de la petite zone, de façon à ce que les agriculteurs trouvent non seulement des débouchés, mais qu'y compris les membres des familles trouvent des emplois intéressants à proximité. Il faut absolument permettre de fixer des emplois non seulement dans l'agriculture, mais dans les activités complémentaires de l'agriculture, commerce, transformation, et activités de soutien à l'agriculture, que ce soit la pharmacie, l'infirmerie vétérinaire, que ce soit des techniciens, etc., de façon à donner des emplois mobilisateurs aux jeunes et redonner de l'espoir à ceux qui n'ont pas d'autre possibilité que de rester dans l'exploitation familiale, même si elle est très petite. Il n'y aura pas de solution à l'agriculture du Mali, comme dans beaucoup d'autres pays africains, si le développement de l'agriculture se fait en développant une concentration des exploitations, en mettant les petites exploitations de côté. Il faut vraiment trouver un système de développement de l'agriculture qui s'occupe effectivement de toutes les catégories d'exploitation, y compris celles de subsistance pour lutter contre la pauvreté et aider les familles à renforcer effectivement leur alimentation, et les exploitations, les paysans, et les exploitations qui se sont déjà développées, éviter qu'elles deviennent celles qui vont consommer la terre, l'eau et les débouchés de toutes ces zones. Il faut effectivement que les États soient en capacité, l'État malien en particulier, malgré toutes ces difficultés, de mettre en place de réelles politiques agricoles avec les paysans, avec les ruraux. Nous, au GRDR, on a pris le choix aussi d'appuyer l'agriculture familiale par rapport pour plusieurs raisons, parce qu'elle domine largement la production. Quoi qu'on dise, 80% aussi de la population, ce n'est pas le Mali seulement, c'est la sous-région, travaille dans l'agriculture. Et cette agriculture, c'est l'agriculture familiale. On a des États qui disent que non, il faut produire plus, et pour produire plus, il faut faire l'agro-business. Et derrière cet agro-business aussi, il y a des tas de problèmes avec l'accaparement des terres, avec aussi des semences qui sont importées. Et juste dire 2 mots par rapport à ces semences importées, parce que le GRDR a appuyé un peu dans le cadre d'un projet qu'on appelle Provacem, projet de valorisation des semences locales, pour mieux valoriser nos semences locales. Parce que sinon, on va nous importer des semences, on va nous apporter des semences hybrides, et dès l'instant où tu commences à semer des semences hybrides, tu entres dans un cercle vicieux. Tu seras tout le temps en dépendance, parce que jamais un producteur de Sénégal, de Mali ne pourra produire pour le moment des semences hybrides. Et donc, tu es obligé d'acheter des semences hybrides par rapport à cette ferme-là. Les habitudes alimentaires ont changé. Il faut qu'on essaye de voir aussi par rapport à ça, s'adapter sur ce qui est en train d'être fait, mais pas se baser sur l'importation. Et je sais que l'importation, ça tue aussi notre agriculture familiale. Qui connaît le GRDR sait que notre entrée, c'est la migration. On a beaucoup appuyé les migrants dans le passé, donc dans le domaine du développement local, mais aussi dans le domaine de l'agriculture. Parce que les migrants ont beaucoup investi chez eux, donc ils envoient de l'argent pour construire des écoles, des forages, etc. Mais aussi des migrants envoient de l'argent pour permettre à leurs parents aussi d'acheter du petit matériel agricole, d'acheter des semences, de prendre parfois de la main-d'œuvre. Donc ils ont dans le passé beaucoup investi dans l'agriculture familiale. On a utilisé toutes les filières, beaucoup de filières dans la région de Caille, et à la fin on a retenu 5 filières qu'on pense que c'est des filières porteuses. Donc il y a la filière banane, donc c'est beaucoup cultivé à Caille, le cercle de Caille et Kenyamba. Il y a aussi la filière bétail-viande, beaucoup à Yérimane, Diema et Nyoro. Et aussi il y a la filière oignon-échalote. Donc c'est une des filières qui nous a permis même d'appuyer une organisation
à CAI qui s'appelle le RHK, donc le réseau des horticulteurs à CAI, parce que le GNS s'appuie beaucoup sur les organisations de paysannes, parce qu'on l'a dit, c'est avec les organisations paysannes qu'on peut influer les politiques publiques pour que les gens aussi arrêtent de nous importer du n'importe quoi. S'il y a des migrants aussi que cette question intéresse, par exemple l'oignon, échalote ou d'autres filières, ils peuvent trouver une documentation disponible pour voir comment investir dans ça. Le GRDN, au départ, avait une entrée bassin du fleuve Sénégal, ce qui fait qu'on est installé le long du fleuve Sénégal. Et si je prends l'exemple de CAI au Mali, la cellule existe depuis 1988. Pour le moment, on n'est pas au nord, mais on est à CAI, Bamako, Koulikoro et Sikasso. Donc si votre commune est dans cette zone d'intervention, on pourra essayer de discuter. Dans un premier temps, ça sera un accompagnement technique parce qu'on fait plus d'accompagnement technique. Les acteurs sont au cœur de tout ce qui est recherche de financement. On intervient sur le double espace. On a beaucoup fait aussi la coopération décentralisée, mettre en rapport des communes du Mali, en rapport avec des communes de CAI qui reçoivent directement des aides. J'aimerais juste terminer par rapport à une petite conclusion pour vous dire que l'agriculture familiale produit aujourd'hui l'essentiel de l'alimentation. Parce que quoi qu'on dise aussi, l'essentiel de tout ce qu'on consomme vient de l'agriculture familiale. L'agro-business qui s'installe, je dis un exemple à CAI avec aussi tous les problèmes qu'il y a derrière, il va utiliser peut-être quelques jeunes, on va dire qu'il a créé de l'emploi, mais sur 1000 qui va utiliser des machines, il aura juste une quinzaine de jeunes qu'il va payer 1000 francs par jour. On va dire qu'il a créé de l'emploi, etc. Mais la production n'est pas destinée au marché de CAI. La production est destinée donc, aux États-Unis, à la France ou d'autres pays. Et donc, vu la dépendance, et nous, de chaque côté, on va nous importer quelque chose. Nous, on va produire aussi pour d'autres, donc nous serons toujours dépendants. Et celui qui a vu les émeutes de la fin de 2009 nous donne le courage d'investir sur l'agriculture, sur quelque chose qu'on va cultiver et qu'on va consommer. Mais malheureusement, il y a le problème des habitudes alimentaires qu'il faut essayer de voir. Donc l'agriculture familiale aujourd'hui, on produit l'essentiel de l'alimentation dans nos régions d'origine. Elle emploie aussi plus d'actifs. Parce que vraiment, quoi qu'on dise, il y a l'agriculture familiale qui utilise nos jeunes, etc. Donc elle emploie plus d'actifs aussi. Et pour nous, elle contribue aussi à une agriculture qui respecte l'environnement et qui s'adapte avec les changements climatiques qu'on a, de sensibiliser tout ce qui se fait au nord. Donc vraiment, avec les changements climatiques, nous pensons qu'il faut investir davantage sur l'agriculture familiale. Vous savez qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis de l'agriculture est de pouvoir assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour une population mondiale de plus en plus croissante. Les chiffres des Nations Unies estiment que d'ici 2050, la population mondiale atteindrait 9 milliards d'habitants. Un récent rapport de la FAO mentionnait qu'entre 2011 et 2013, une personne sur 8 souffrait de la faim. À ces chiffres donc aussi dramatiques, il faut ajouter ceux de la malnutrition. 26% des enfants sont en retard de croissance dans le monde. 3 milliards souffrent de faim cachée, c'est-à-dire des carences en micronutriments essentiels. Aussi bien les populations rurales que urbaines dans les pays en voie de développement comptent largement et grandement sur la production agricole locale pour subvenir à leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Pour sortir des pays en voie de développement, et notamment les pays africains, du cercle vicieux de la faim et de la pauvreté, il est essentiellement et primordial de développer leur agriculture locale, donc l'agriculture familiale. Comme vous le savez, à l'échelle mondiale, il existe actuellement deux modèles de production agricole et alimentaire. Donc, le premier, c'est le modèle conventionnel issu de la révolution verte et qui est principalement basé sur l'utilisation d'intrants de synthèse et qui se caractérise en effet par un recours massif à l'investissement privé et la mise en concurrence des marchés mondiaux.
Aujourd'hui, il est estimé que 82 millions, à peu près 82 millions d'hectares de terres agricoles ont changé de main, c'est-à-dire qu'ils sont passés de la petite agriculture familiale aux mains des gros industriels agricoles. Un tiers des terres arables sont ainsi dégradées. 70% de la diversité génétique végétale est perdue. 22% d'espèces animales sont menacées de disparition. Plus de la moitié des réserves piscicoles mondiales sont surexploitées. Et enfin, à peu près 13 millions d'hectares de forêts sont convertis à des usages souvent non agricoles. Alors, qu'est-ce que c'est l'agriculture durable? Qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Contrairement donc au modèle conventionnel qui est principalement basé en fait sur l'utilisation d'intrants de synthèse, l'agroécologie, le modèle agroécologique privilégie, met en avant donc une approche territoriale axée sur la mise en valeur des ressources naturelles et la gestion durable de ces ressources. Et à l'opposé de l'agriculture conventionnelle, le modèle agroécologique est centré sur les investissements en faveur de l'agriculture familiale. Comment définir l'agroécologie? Me basant donc sur un certain nombre de revues littéraires, j'ai tenu donc à vous présenter l'agroécologie comme une approche agronomique qui permet de reproduire, voire d'améliorer les potentialités productives de l'agroécosystème cultivé, préconise un usage, donc une approche agronomique qui préconise un usage intensif des ressources naturelles renouvelables et qui limiterait au maximum le recours à des intrants de synthèse. C'est une approche agronomique qui permet aussi de produire une alimentation diversifiée et de meilleure qualité. C'est une approche agronomique qui respecte l'environnement et qui est porteuse d'un développement humain attaché à la sécurité alimentaire et à la santé humaine. Et enfin, c'est une approche agronomique qui renforce la résilience des producteurs face à différents chocs climatiques ou chocs économiques. En tant qu'approche globale, l'agroécologie inspire toutes les sphères de l'organisation sociale, dont la production agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire donc, la santé et la nutrition, l'emploi, l'environnement, et présente ainsi des avantages économiques au niveau économique, social, économique et même culturel. Vous savez que donc, les tenants effectivement de l'agriculture conventionnelle ont souvent incriminé l'agroécologie ou critiqué l'agroécologie comme étant intensive en travail et donc en main-d'œuvre. Mais en réalité l'agroécologie représente en réalité des réelles opportunités d'emploi. Des réelles opportunités d'emploi, donc aussi bien en amont qu'en aval de la production, dans les pays qui cumulent une forte croissance démographique et un fort taux de chômage au sein de la population active, notamment des jeunes. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Niger, c'est le cas de beaucoup d'autres pays africains. Les emplois ainsi créés par l'agroécologie permettraient effectivement non seulement de diversifier les sources de revenus, mais aussi en même temps de juguler l'exode rural et l'immigration, en montrant ainsi un développement économique à la base. Aussi, les filières courtes d'approvisionnement mises en avant par l'agroécologie rendent les consommateurs moins vulnérables aux fluctuations des prix des denrées alimentaires, tel ça a été le cas en 2008 dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, le non-recours aux intrants de synthèse mis en avant par l'agroécologie permettrait donc d'augmenter le pouvoir d'achat des familles d'agriculteurs. La mise en œuvre de l'agroécologie suppose un soutien prioritaire accordé à l'agriculture familiale. Ce soutien est d'autant plus prioritaire que l'agriculture familiale contribue à plus de la moitié de la production alimentaire mondiale, dont 50% des céréales, 60% de la production de viande, mais aussi 75% de la production laitière. Donc en conclusion, comme je n'ai pas assez de temps, il est aujourd'hui unanimement acquis à travers le monde qu'il y a un besoin clair et urgent pour une réorientation du développement agricole vers des systèmes de production agricole plus durables. Et le soutien à des mouvements paysans ainsi que les ONG et organisations de la société civile impliquées en agroécologie
apparaît une nécessité pour que progresse le droit à une alimentation et une souveraineté alimentaire durable et respectueuse des droits des êtres humains et de l'environnement. Pour ma modeste contribution, je dis que quand on parle de la diaspora, on fait allusion déjà à une manne financière qui doit venir obligatoirement. Donc, l'initiative aujourd'hui de l'INAGRIM, c'est de réorienter ce qu'on a pu déjà faire toujours. Mais du point de vue agriculture, moi je pense aujourd'hui qu'il y a 3 points essentiels dont les éminents intervenants ont touché. C'est le financement. Qui finance, qui doit financer, comment financer pour qu'aujourd'hui l'exploitation agricole au niveau familial puisse nourrir son homme. Je pense qu'il y a l'État, il y a ses partenaires, mais aujourd'hui, je pense que dans la gestion aujourd'hui qu'on connaît dans nos pays respectifs, il faut déjà penser, s'appuyer, on l'a fait déjà, parce que le Mali a commencé dans les années 70 à des grandes opérations de développement qu'on a appelées ODR dans le temps. Aujourd'hui, dans le mouvement décentralisation, on a pensé qu'il faut rendre un peu ce mouvement en responsabilisant les paysans et les élus locaux, mais encore c'est timide. Et les partenaires, je lance un appel. Aujourd'hui, je pense que dans le cadre du financement, il faut s'appuyer aujourd'hui sur les associations qui me rassurent que les fonds vont directement aux intéressés. Alors que les grands fonds qui sont développés au niveau bilatéral, combien arrivent aux intéressés? Et aujourd'hui, c'est un problème. Et dans les conditions de financement de cette coopération décentralisée, il faut que les bailleurs et les associations arrivent à développer un système de montage de dossiers plus flexible où il y a moins de périls, parce que les associations ne sont pas spécialement des techniciens et les conditions d'élaboration des documents sont très difficiles pour les associations. Et les montants, des fois les montants privent des fois à faire des projets dignes de ce nom. Parce que quand on me dit que le Forum finance à 15 000 €, les collectivités, conseils régionaux 10, 12 500, 15 000 € pour des micro-projets. Moi, je me dis, est-ce qu'on fait un cadeau ou alors on veut faire un projet digne qui peut pérenniser une situation donnée? Le deuxième point, c'est la formation. Je demande aujourd'hui, c'est une proposition, que chaque projet désormais inclut un volet formation pour la pérennité des projets. Parce qu'on va financer des projets à Caille aujourd'hui, les paysans, les bénéficiaires ne sont pas formés, ne maîtrisent pas la technique. Après les investissements, le projet tombe à l'eau et il faut que les gens, dans leur financement, proposent une formation pour que les gens maîtrisent effectivement la technicité des installations. Ça, c'est le b.a.-ba de la problématique, c'est la gestion foncière. Aujourd'hui, est-ce que nos États sont prêts à y mettre? Effectivement, quand on a un maire, on sait aujourd'hui comment c'est géré le foncier. Et là, il faut désormais que si on veut maintenir, on veut pérenniser l'agriculture familiale, il faut une gestion concertée de la gestion agro-silvo-pastorale. C'était ma modeste contribution. Merci. Par rapport à la question du foncier, effectivement, j'ai mentionné aussi dans mon intervention qu'aujourd'hui, il y a 33 millions d'hectares de terres qui ont changé de main cette dernière décennie, passant donc des mains des petits agriculteurs aux mains des grands industriels agricoles. Cela est effectivement dû au fait que dans beaucoup de pays en voie de développement, il n'y a pas une réglementation foncière en vigueur qui puisse effectivement limiter ces accaparements de terres. Je ne sais pas, au niveau du Mali, il me semble avoir appris que le code rural mis en place par le Mali prévoit un certain nombre de directives effectivement pour limiter l'accaparement des terres.
Je me nomme M. Koulibaly Taïbou. Je viens d'une commune rurale de Dogodouma et à Bamako. Nous sommes contigus à la commune 4 du district de Bamako. Donc je viens d'un colloque de Lyon qui est sur gouvernance et management, quelle coopération. Bon, cette occasion m'a été donnée d'assister à ce forum qui m'inspire et qui me fait que je suis là pour quand même contacter certains partenaires. Notamment, j'ai pris en vol l'intervention de John Alassane, GRDR, qui, si je veux savoir bien s'il intervient au Mali, si son ONG intervient au Mali en dehors de la région de Caille. Parce que nous sommes une commune hybride, une commune paysanne, mais un cité dortoir aussi, parce qu'on est à 0 mètre de Bamako. Ce sont les 20 mètres qui nous séparent de la commune de Bamako. Et je vous dis que je suis là pour un partenariat, à la recherche d'un partenariat fécond pour développer l'agriculture dans ma commune, qui est une commune rurale. Et je vous remercie tout le monde. Merci. En tant que particulier, comment puis-je faire pour avoir une aide financière pour la réalisation d'un forage au Mali? Merci. J'avais peur au départ de la question quand elle parlait en tant que particulière, parce qu'un forage que tu vas faire dans ton village, ce n'est pas un forage privé. Donc c'est un forage pour la population. Donc tout ce qui est communautaire, donc le GRDR appuie, tout ce qui est particulier, parce qu'il y a des activités, par exemple, si tu peux personnellement, si tu veux mettre en œuvre aussi une activité économique à Caille dans la région, on peut essayer de voir. Mais un forage, c'est un bien commun et ça rentre effectivement dans les activités qu'appuie du GRDR. On peut essayer de voir si dans notre zone d'intervention, on essaie de voir l'appui technique, donc comment faire, la recherche de financement, donc on peut te mettre en réseau, etc. De la commune de Sadiola. Bon, je pose la question. Aujourd'hui, les paysans en toi de la commune de Sadiola veulent gagner beaucoup, mais sans fournir des efforts, grâce à des produits insecticides. Est-ce qu'il n'a pas un impact écologique dans les temps? Parce que, bon, on ne sait pas, peut-être on est toujours dans le même champ pendant 1 an, 2 ans. Est-ce que dans 15 ans, ce terrain-là ne va pas perdre sa valeur? Si oui, quels sont les remèdes à mettre à la disposition de ces populations qui veulent produire beaucoup et qui veulent fournir moins d'efforts physiques? Là, on passe directement à l'exploitation minière. C'est pour cela que dans des zones, ce n'est pas Sadiola seulement, c'est Kenyaba, tu parles des jeunes de l'agriculture, ils vont te dire que c'est un métier où tu travailles beaucoup, etc. Nous, on veut de l'argent tout de suite. Tu vas dans une exploitation minière, tu fais ton travail ou bien tu recherches de l'or, tu gagnes des millions en un laps de temps. Dans les zones minières, vraiment, la problématique, c'est l'exploitation minière qui détourne les jeunes. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'agriculture seulement. Tu vas dans les classes, tu verras des gens qui vont abandonner l'école pour aller faire l'exploitation minière. Vraiment, la spécificité de cette partie de Caille, Sadiola, Kenyaba, c'est l'exploitation minière. On est en train de voir par rapport aux différentes aux conséquences, détournement aussi de la main-d'œuvre agricole, mais aussi tout ce qui est environnement par rapport à ça. Donc vraiment, la spécificité de cette zone, c'est l'exploitation minière qui gagne du terrain au détriment de l'agriculture familiale. Il est souvent mis en avant que pour développer l'agriculture familiale, il faut que l'agriculture familiale change de paradigme pour pouvoir aller vers plus des pratiques d'agriculture conventionnelle. Mais comme je le disais dans mon intervention, il est ressorti d'un certain nombre de publications scientifiques que cette agriculture conventionnelle a beaucoup d'impact sur l'environnement parce que non seulement il pollue les terres, il pollue la nappe phréatique parce que les produits chimiques s'infiltrent dans les sols pour atteindre la nappe phréatique sur le long terme. Donc, sur ce, on va à la pause désignée, donc déjà remercier les 3 intervenants, surtout à la salle. Donc vous êtes juste invités, il y a une salle à côté, donc vous êtes invités à et je tiens également à remercier un partenaire que nous avons oublié de citer au début, qui est l'association Échange Sahel. Donc,